Bonjour tout le monde, c'est Vérité à venir, j'espère que vous allez bien, pour ma part c'est le cas, surtout en ce moment avec le beau temps, ça permet de profiter un peu des sorties. On se retrouve en ce jour pour parler d'un livre, Résistance au meilleur des mondes, qui est lié, vous l'aurez deviné par son titre, au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est un livre de Éric Laitier et de Guillaume de Prémard, qui vont revenir sur des passages du meilleur des mondes, avec ce qui est décrit, le nouveau monde qui s'installe, la destruction des valeurs, la destruction de nos racines, la déconstruction également de ce qui est finalement du modèle classique, traditionnel, un homme, une femme qui peuvent avoir des enfants, former une famille, etc. Et il va revenir sur certains passages également de Jacques Attali, lorsqu'il s'exprime dans des conférences ou lorsqu'il accorde des interviews. On va de suite se rendre à la page numéro 13. Je vais vous prendre certains passages qui m'ont paru les plus importants. C'est-à-dire que ces passages, pour ma part, relèvent la majorité du livre. Il y a environ 50-60 passages sur 200 pages. Ça représente environ un tiers du livre. Un tiers, un quart. Fin de page 12 et début de page 13. L'enfer d'Utopia est pavé de bonnes intentions de l'humanisme. En Utopie de Huxley, la tâche est plus complexe. Le processus ne part pas de l'homme grégaire. Le conditionnement initial devient ici un reconditionnement complet. Cependant, les nouvelles générations sont, quant à elles, disponibles à un conditionnement et une programmation. Si le roi Utopus débarquait aujourd'hui sur les rivages de nos sociétés postmodernes, comment s'y prendrait-il pour assurer l'harmonie qui, manifestement, n'y règne pas? Il agirait de la même manière qu'en Utopie de Huxley. Il reconditionnerait la pensée, la culture, le vocabulaire, opérait une purge du passé, le tout par le moyen d'une culture de masse porteuse de mœurs radicalement neuves. Quant aux nouvelles générations, il les conditionnerait et les programmerait dès le plus jeune âge, avant même qu'elles n'aient été polluées par la première expérience sociale, à savoir la famille, voire même la grossesse. Ce roi Utopus existe-t-il aujourd'hui, ou est-il au contraire un épouvantail créé à dessein par quelques prophètes de malheur? Pour Huxley, il semble clair qu'il existe. Ce n'est sans doute pas un hasard si, en épigraphe de l'édition de 1946 du Meilleur des mondes, Huxley cite Nicolas Berdyaev, philosophe russe qui dénonça toutes les formes d'utopie. Voici ce que Nicolas Berdyaev nous dit. Je cite : « Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. » Fin de citation, on va donc maintenant à la page 21, donc on passe quelques pages, et là on a donc l'introduction, Le meilleur des mondes, Brave New World en anglais, a été publié en 1932. Son auteur, Aldous Huxley, imagine une civilisation mondiale au sein de laquelle les êtres humains sont créés artificiellement, formés en flacon et conditionnés dès l'origine pour fournir à la société des membres utiles et heureux de leur sort, quelle que soit la catégorie sociale à laquelle ils sont prédestinés. Donc là, ça va parler des castes, donc les alphas, epsilon et compagnie, sachant que les epsilons, finalement, c'est ceux qui doivent servir toutes les autres castes, et ils servent uniquement qu'à ça, finalement, à travailler, à être des sortes d'esclaves. Continuons la lecture. Avec un seul ovule et les gamètes d'un même mâle, on peut engendrer des groupes de centaines d'êtres semblables formatés pour les castes inférieures, tandis que les supérieurs sont constitués d'individus différenciés qui, pour autant, n'échappent pas au conditionnement propre à leur caste. Et c'est ce passage qui m'intéresse. Le citoyen du meilleur des mondes est avant tout un consommateur. Les notions de famille, de père et de mère deviennent non seulement périmées, mais tabous, sujets de scandale et de dérision. Nous allons à la page 23. Les scientifiques ont aussi les moyens de créer des êtres vivants identiques, non pas issus d'un unique ovule et de spermatozoïdes provenant du même mâle, comme l'imaginait Huxley, mais clonés à partir de cellules prélevées sur un individu adulte. Parenthèse, c'est ce qui est décrit dans Un bébé sur mesure dans le livre de Blanche Streb, où à partir des cellules on peut reproduire finalement les gamètes, pour après pouvoir créer des humains qui auraient en tout cas, dès leur genèse jusqu'aux gamètes finalement, été conçus artificiellement. Continuons la lecture du livre. L'application de cette technique aux humains est encore illicite, mais pour combien de temps? Au nom de la liberté de la recherche, certains laboratoires se déclarent prêts à braver l'interdit.
Le progrès scientifique explore aussi des possibilités que Huxley n'avait pas imaginées à l'époque. Ainsi, les travaux du médecin américain Craig Venter visent à réaliser un enfant à partir du génome de 2 femmes. Aujourd'hui, une trentaine d'êtres humains dans le monde seraient nés de 2 mères biologiques. Comme je vous l'ai expliqué avant, ce qui est décrit dans Bébé sur mesure dans le livre de Blanche Treb, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont travaillé, qui à partir notamment des cellules de peau, peuvent en laboratoire les transformer. Alors la technique, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, néanmoins ils peuvent les transformer en gamètes, et c'est-à-dire, c'est décrit, elle prend un cas notamment qui est cité, qui est sourcé, où il y a donc un enfant, et sa mère, quelque part, qui peut dire « je suis ta mère, ton père à la fois », et en même temps celle qui t'a porté. Parce que comme on est dans l'idée maintenant de séparer aussi le fait de pouvoir avoir un enfant et de le porter avec les GPA, c'est toute une folie qui se met en place. Continuons, donc après il met pour conclure ce petit paragraphe, « Les Amazones en auraient rêvé. Il est désormais possible de se passer d'hommes pour créer une vie humaine. » Parallèlement, la famille a subi des mutations considérables. Le modèle familial traditionnel depuis le 19e siècle, au moins le père, la mère et leurs enfants, attaqués depuis des décennies, n'est plus considéré aujourd'hui comme la norme, mais au mieux comme une possibilité parmi d'autres qui vont du concubinage à la famille recomposée, en passant par la famille homoparentale, au pire comme un archaïsme contraignant voué à devenir de plus en plus exceptionnel, puis à disparaître. Après, il continue à la page suivante, au niveau de la page 24, la notion de couple a été mise en cause. La première, voilà beau temps que le divorce est entré dans les mœurs, aujourd'hui à égalité avec le mariage. Et après, ça continue sur ce point-là. Nous, on va se rendre maintenant à la page 25-26, donc la page encore suivante. Apparemment, rien n'est plus éloigné du discours officiel qui ne cesse de promouvoir l'égalité, vertu cardinale de la démocratie et dogme de la République française. Pourtant, au sein des sociétés occidentales, une oligarchie, que l'essayiste américain Samuel Huntington appelle l'hyperclasse, la superclasse mondiale, accapare et se partage les pouvoirs. Certes, nous ne sommes pas encore parvenus au meilleur des mondes, mais nous avons déjà accompli une grande partie du chemin qui y conduit. Des signes, des discours l'attestent. Ainsi, au début de l'année 2013, Jacques Attali a publié sur le site internet slate.fr un article intitulé « Vers l'humanité unisexe », où il décrit l'évolution de long terme que subit notre société et dans laquelle s'inscrit la loi dite Taubira, légalisant le mariage des homosexuels. Jacques Attali appartient à l'establishment, l'hyperclasse décrite par Huntington. Après avoir conseillé François Mitterrand, puis éclairé Nicolas Sarkozy, il dispense aujourd'hui ses lumières à François Hollande. L'appartenance à la superclasse mondiale transcende les étiquettes politiques nationales. Et on sait à présent que c'est bien Jacques Attali qui présente à Macron à François Hollande, et qui se vante de l'avoir formé, entre guillemets, de l'avoir modélisé, si on peut dire ça comme ça. Il a présidé la Banque européenne de recherche et de développement et contribué à la rédaction du traité de Maastricht, dont il se vantera d'avoir été l'un des participants et d'avoir omis de mettre la possibilité de sortir du traité de Maastricht qui a été mis en place. Également, il fait partie du club Le Siècle, connu avec son dernier PDG qui a été mis en cause et qui a assumé sa pédocriminalité. Vous voyez un peu les personnages, des puissants qui se réunissent et qui ne s'interdisent rien. Le Siècle où se réunit périodiquement tout ce qui compte en France dans le petit monde des affaires, des médias et de la politique. C'est un homme informé. Or, dans l'article précité, cet homme informé explique que la légalisation du mariage des homosexuels, curieusement qualifiée tantôt de réforme majeure, tantôt d'anecdote sans importance, procède d'une évolution naturelle et banale, commencée depuis très longtemps, ce qui n'est que trop vrai et à laquelle il serait vain de vouloir résister car plusieurs forces y conduisent, issues de demandes parfois contradictoires, à savoir la demande d'égalité, qui s'est exprimée d'abord entre les sexes, puis entre les hétérosexuels et les homosexuels, la demande de liberté, qui conduira les hommes et les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, à vouloir vivre leurs relations amoureuses et sexuelles libres de toute contrainte, de tout engagement, autrement dit, affranchis de toute fidélité. La demande d'immortalité, qui pousse à accepter toute mutation sociale ou scientifique permettant de lutter contre la mort, ou au moins de la retarder. Enfin, les progrès techniques qui découlent en effet de ces valeurs et s'orientent dans le sens qu'elles exigent. Après quoi, Attali décrit la société qui naîtra de cette évolution entre guillemets sous l'effet de ces tendances convergentes.
À l'en croire, nous allons inexorablement vers une humanité unisexe, sinon qu'une moitié aura des ovocytes et l'autre des spermatozoïdes qu'ils mettront en commun pour faire naître des enfants, seuls ou à plusieurs, sans relation physique, et sans même que nul ne les porte, sans même que nul ne les conçoive si on se laisse aller au vertige du clonage. Les hommes et les femmes seront donc égaux sur tous les plans, y compris celui de la procréation, qui ne sera plus le privilège ou le fardeau des femmes. Et au niveau de la mode, parce qu'on voit que les modes éphémères sont quand même suivis par des milliers de personnes, si ce n'est des millions de personnes qui sont dans cette psychologie des foules. Et au niveau des modes, on voit maintenant qu'il n'y a plus la catégorie homme-femme. Petit à petit, il commence à y avoir ce qui est inscrit unisexe, pour les chaussures, pour les t-shirts, etc. Ou ça peut être porté entre guillemets par les deux sexes. Et en fait, on voit petit à petit disparaître ces notions d'homme et de femme. J'ai dépassé un peu dans la lecture, je vous ai fait 25, 26 et 27 un petit peu. Là, on va se rendre à la page fin 28 et début 29. L'on est tenté de penser qu'Athalie force le trait. Mais en avril 1997, déjà, préfaçant un livre du père Michel Troyans, le cardinal Ratzinger annonçait la même évolution, non pas certes pour l'accepter, encore moins pour s'en féliciter, mais pour avertir. Je cite. Le caractère typique de cette nouvelle anthropologie, qui devrait être la base du nouvel ordre mondial, se dévoile surtout dans l'image de la femme, dans l'idéologie du Women's Empowerment, proposée par Pékin. Le but en est l'autoréalisation de la femme qui a pour principaux obstacles la famille et la maternité. Ainsi, la femme doit être libérée surtout de ce qui la caractérise et fait simplement sa spécificité. Celle-ci est appelée à disparaître devant une gender equity and equality, devant un être humain indistinct et uniforme, dans la vie duquel la sexualité n'a d'autre sens qu'une drogue voluptueuse dont on ne peut se servir n'importe comment. De manière plus critique, mais presque avec les mêmes mots, le futur pape Benoît XVI dépeignait le même projet, le même monde à venir. Ce monde-là a plus d'un trait commun avec celui que décrit dans le livre de Huxley l'administrateur mondial régional de l'Europe occidentale. Je cite, « Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux, ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils sont à l'aise, ils sont en sécurité, ils ne sont jamais malades, ils n'ont pas peur de la mort, ils sont dans une sereine ignorance de la passion et de la vieillesse. Ils ne sont encombrés de nulle père ni mère. Ils n'ont pas d'épouse, pas d'enfants, pas d'amants, au sujet desquels ils pourraient éprouver des émotions violentes. Ils sont conditionnés de telle sorte que, pratiquement, ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Et si par hasard quelque chose allait de travers, il y a le soma, que vous flanquez froidement par la fenêtre au nom de la liberté, monsieur le sauvage. » Fin de citation. Et le soma, c'est pareil, on a le PDG de Netflix qui annonçait le prochain divertissement. Alors, je mets une parenthèse, entre guillemets, hein, ça c'est ce que j'ajoute, des gens de peu de foi. C'est-à-dire travailler sur des pilules qui pourraient divertir les gens. Un peu comme des psychotropes, mais développés d'une autre façon. Pour enlever l'anxiété, pour faire disparaître le stress, pour apaiser, pour pourquoi pas avoir un effet un peu comme le THC notamment, détendre les gens, les amener dans une autre humeur, les changer, etc. Et à des doses différentes, selon les besoins, parce qu'il y a une personne qui est triste, parce qu'il y a une personne qui a juste envie de se détendre après le travail, etc. On va se rendre un peu plus loin. Alors, il y a des passages qui sont intéressants entre-temps, hein, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas non plus vous lire tout le livre. C'est uniquement des passages qui m'ont paru essentiels. Et là, on va à la page 39, par rapport au contrôle des naissances. Voici ce qui est inscrit. Donc, je vais lire la fin de la page 38 et 39. Après avoir dûment souligné les conséquences dommageables pour la planète de l'activité humaine et de l'augmentation sans précédent de la population mondiale, le préambule du brouillon de référence de la charte répertorie les principes fondateurs de la nouvelle éthique. Il s'y agit, entre autres, d'assurer l'accès universel aux soins de santé qui favorisent la santé reproductive et la reproduction responsable. Autrement dit, le contrôle des naissances, de mettre dans le domaine public l'information d'importance vitale pour la santé humaine et la protection de l'environnement, incluant l'information génétique, d'affirmer l'égalité et l'équité de genre comme prérequis pour le développement durable, de fortifier les familles et garantir la sécurité et l'éducation amoureuse de tous leurs membres, d'éliminer la discrimination sous toutes ses formes, telles que celles qui sont basées sur la race, la couleur, le genre, l'orientation sexuelle, la religion, la langue et l'origine nationale, ethnique ou sociale. De reconnaître que la paix est l'intégrité créée par des relations correctes avec soi-même, d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres formes de vie, la terre et avec le tout plus grand dont nous sommes partis. En somme, de promouvoir
les pratiques de contrôle des naissances au nom d'une philosophie malthusienne, faussement écologique et purement matérialiste, et de gommer toutes les différences au bénéfice d'une humanité interdéterminée, irresponsable et asexuée, programme qui correspond à l'annonce d'Attali et à ce que l'on voit actuellement se mettre en place dans une conception holistique de l'univers où l'être humain, considéré au mieux comme un gêneur, au pire comme un nuisible, est relégué à la périphérie du monde. Par rapport à ceci, notamment au niveau des contrôles des naissances, ils vont revenir sur Margaret Sanger, du Planned Parenthood aux États-Unis, qui est pour un eugénisme, dont je vous ai déjà parlé longuement de ce personnage, de cette femme, qui était donc pour continuer un eugénisme, mais le faire passer pour une liberté pour les gens, surtout du bas peuple, en leur disant oui, l'interruption volontaire de grossesse, ce n'est pas grave, prendre des pilules de lendemain, c'est classique, c'est banal, etc. Détruire finalement la vie, c'est quelque chose d'acceptable. Et par rapport à ceci, j'avais une autre réflexion par rapport, donc après en effet, à l'effacement de sa personnalité pour finalement copier des modèles, des archétypes qui nous sont proposés de l'extérieur. Et par rapport à la protection de l'environnement, en effet, avant, ne pas vouloir se reproduire, c'était de l'égoïsme. Aujourd'hui, vouloir se reproduire, c'est finalement considéré aussi comme de l'égoïsme, mais nouveau, impactant l'environnement. Et on voit bien que là, il est question, en tout cas, de supprimer tout type de discrimination, mais demain, finalement, c'est de créer les mêmes discriminations sur la génétique, par exemple, en disant non. Ou encore en disant non pour qu'une famille puisse se reproduire ou qu'un enfant vienne au monde avec une pathologie, une maladie, etc. Et on le voit pour ceux qui ont la trisomie 21. On ne supprime pas la maladie. On supprime ces êtres potentiels qui peuvent en effet porter cette anomalie génétique. Mais ça ne fait pas de ces gens des monstres. Mais donc la science décide finalement, avec les dépistages préimplantatoires prénatals, de supprimer ces embryons parce qu'il a été détecté en tout cas une anomalie génétique au niveau de la trisomie 21. Et donc, la maladie, même en supprimant finalement tous ces êtres humains, tous ces êtres à devenir, on ne supprime pas la maladie. C'est-à-dire que même en supprimant tous ces embryons et qu'on ne voit plus autour de nous de personnes ayant la trisomie 21 dans 20 ans, 30 ans, etc., ça ne veut pas dire que dans 150 ans, si tout s'arrête, il n'y aura plus de trisomie 21. D'accord ? Il y aura toujours des trisomiques dans le monde, parce que c'est comme ça, c'est la nature. Mais eux veulent effacer la nature, ils veulent effacer les différences. Et pourtant, c'est les premiers à parler d'acceptation, de non-discrimination. Et je pense également que dans leur idée de responsabiliser les gens sur son impact écologique, sur sa façon de consommer, sur la façon de gérer son compte, etc., demain, on aura comme un permis de conduire, mais ça sera un permis de pouvoir donner naissance. D'accord ? Un permis finalement de pouvoir être parent. Et donc, ça rejoindra la novlangue du projet parental, où il faudra correspondre à certaines normes, que ce soit avoir déjà un bon domicile, peut-être même une bonne éducation avec des diplômes, peut-être également avoir un moyen de mobilité, etc. Vous voyez, il y aura plusieurs critères qui permettront ou non d'obtenir, entre guillemets, un tampon vous accordant le droit d'être parent. Donc ça, on a fait le tour par rapport à ce contrôle des naissances. On va maintenant se rendre un peu plus loin dans le livre, à la page 56. 56, voici ce qui est inscrit. La célèbre apostrophe de Gide, je cite « Famille, je vous haïs », pourrait servir de cri de guerre à tous les totalitarismes qui ont prétendu recréer l'homme à l'image que lui prêtait leur idéologie respective. Et celui qui se met en place aujourd'hui n'y fait pas exception. Car cette communauté première préexiste à la société elle-même, comme le constate Rousseau au début de son contrat social, ce qui explique qu'elle ait longtemps échappé aux intrusions de l'État. Pour un pouvoir totalitaire et révolutionnaire, il est donc indispensable de briser cette cellule essentielle qui est en outre lieu de transmission puisqu'elle est éducatrice par fonction et par vocation. Or, le modèle familial traditionnel, conservateur par nature, transmet des modes de pensée, usages, valeurs et traditions héritées de l'ancien monde dont la destruction est désirée et programmée. Ainsi, les familles apparaissent comme des îlots de résistance à l'idéologie et à la nouvelle anthropologie que le régime ou le système veulent instaurer. Et de la réduction de ces résistances dépend la formation intellectuelle et morale des générations futures, gage du triomphe de la révolution et de sa perpétuation. Pour synthétiser ça, en d'autres mots, finalement, ils veulent supprimer un modèle
familiale, traditionnelle, parce que derrière, il y a plusieurs valeurs qui sont inculquées. Il y a des savoirs qui sont transmis et il y a un respect du vivant. Maintenant, on va se rendre à la page 64. Page 64. Voici ce qui est inscrit. Les philosophes non conformistes des années 1930 avaient d'ailleurs déjà établi cette distinction entre individu et personne qui reste valable. Elle conduit à préciser l'affirmation de Jean-Louis Harwell, qui dans son excellent livre intitulé « Le vrai génie du christianisme » crédite à juste titre cette religion de la place éminente qu'occupe l'individu au sein des sociétés occidentales. Toutefois, dans la conception chrétienne, ce dernier n'est pas autocentré et ne devient pas l'alpha et l'oméga de la société. Au contraire, on ne se sauve qu'avec le prochain. Le christianisme, par le rapport qu'il instaure de la personne à autrui, promeut donc celle-ci, tandis que l'individualisme est, pour reprendre la célèbre formule de Chesterton, une vertu chrétienne devenue folle, une hérésie moderne. Isolé, donc sans défense face à la structure globale du pouvoir, qu'il s'agisse de l'État national ou mondial, l'individu devient alors l'instance fondamentale de toute massification, selon la formule du philosophe anarchiste Miguel Bennassayag, tandis que la personne qui se constitue par un mouvement de communion, disait Mounier, est au contraire irréductible à la masse et conserve un vrai potentiel de résistance à la globalité et au pouvoir totalitaire en s'appuyant sur les communautés naturelles et les corps intermédiaires. Elle fait ainsi obstacle à la construction du nouvel ordre mondial. Or, la famille est le premier lieu à visage humain où la personne prend naissance et se développe, ce qui produit des conséquences d'autant plus douloureuses lorsqu'elle est déchirée par la discorde ou par les violences. Hop, on fait un bond à la page 88. Donc là, on avance quand même grandement dans le livre. Et là, c'est par rapport aux séparations. Alors que je retrouve ce passage, voilà. Ce choix, le gouvernement a décidé de le rendre suffisamment douloureux pour dissuader les femmes de l'exercer. Madame le ministre montre, il est vrai, beaucoup de sollicitude à l'égard de ces mères au foyer qu'elle s'apprête à taxer pour mieux les protéger. Je cite, « Aujourd'hui, près de 50% des couples finissent par se séparer, explique-t-elle. Ces séparations sont le révélateur des vulnérabilités induites pour les femmes et pour les hommes par une répartition trop sexuée des rôles. Les femmes en particulier se trouvent précarisées car elles ont moins investi le champ du travail. Tout ce qui peut donc favoriser la biactivité au sein des couples évite aux individus de tomber dans la précarité une fois le couple défait. » Fin de citation. La politique familiale du gouvernement revient ainsi à aligner les couples qui fonctionnent sur les couples en difficulté ou en échec, et à organiser la famille en prévision du divorce. Est-ce très étonnant ? Comme le constate Tony Anatrella, je cite, « La situation affective de bon nombre de personnages politiques est loin d'être claire. Ils conçoivent la loi à travers le besoin d'auto-justifier leur propre comportement dans ce qu'ils ont de plus problématique. » Fin de citation. Les itinéraires familiaux des présidents de la République française, de François Mitterrand à François Hollande, en passant par Nicolas Sarkozy, illustrent cette remarque de manière édifiante. Le désamour pour la famille, pour la paternité et pour la maternité n'est pas inscrit dans un quelconque sens de l'histoire. Rien n'était écrit. Tout a été voulu, conçu, porté. Avec quel profit et pour qui ? Maintenant, page 92-93. Alors là, c'est une citation que je recherchais depuis un long moment par rapport à Hitler qui disait finalement que celui qui contrôle la jeunesse maîtrisera le monde de demain. Celui qui a la jeunesse en main aujourd'hui, qui peut la façonner et la conditionner, gouverne le monde de demain. Donc là, on va retrouver ça. Page 92-93. Karl Marx considérait ainsi l'abolition de la famille comme l'une des propositions positives concernant la société future et ne se cachait pas de vouloir substituer à l'éducation familiale l'éducation par la société. De même, Hitler déclarait en 1937, je cite, « La jeunesse d'aujourd'hui est déjà le peuple de demain. Et ce nouveau Reich ne donnera sa jeunesse à personne, mais va prendre les jeunes et leur donner son propre enseignement et sa propre éducation. » Ces totalitarismes ont tenté de captiver les intelligences des nouvelles générations en les enrégimentant au sein de mouvements comme les jeunesses hitlériennes, les pionniers et les komsomols en Union soviétique, les gardes rouges en Chine dans un contexte où l'autorité des pères biologiques avait été de longue date réduite à néant par le régime. Il en allait de même au Kampuchea démocratique, le Cambodge des Khmers rouges où les familles étaient séparées, ou en Corée du Nord où l'enrôlement des enfants par le régime reste d'actualité. Bon, je pense que j'ai fait quelques fautes au niveau de la prononciation, vous m'en verrez désolé. On va continuer, on va se rendre à la page 94-95, donc juste les pages suivantes.
La déclaration faite en avril 2013 par Laurence Rossignol, selon laquelle les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, avait choqué. Certes, l'élu socialiste que François Hollande allait nommer un an plus tard secrétaire d'État à la famille n'avait pas conclu que l'enfant appartient à l'État. C'est pourtant ce qui avait été compris, non sans quelques raisons. Car l'incompréhension est manifeste entre, d'une part, des parents qui se regardent comme les principaux responsables et tuteurs de leurs enfants, et de l'autre, un État qui ne prétend pas seulement instruire ces derniers, mais les éduquer. Petite parenthèse, on rappelle qu'à l'ancienne c'était l'instruction nationale et qu'à présent c'est l'éducation nationale, et depuis l'éducation nationale vous avez moult d'intervenants extérieurs qui viennent, que ce soit pour dire attention aux fake news sur internet, que ce soit pour dire attention aux réseaux sociaux, ce qui peut des fois être de bons conseils, mais qui viennent aussi pour d'autres faire leur propagande, par exemple les lobbies LGBT, en insinuant aux enfants qu'il peut être normal d'être polyamoureux, qu'il peut être normal qu'un homme et un homme soient ensemble, une femme et une femme ensemble, etc. Qu'un homme et un homme peuvent avoir un enfant et compagnie. Donc c'est vraiment finalement déstabiliser les enfants, parce qu'à leur âge, ils peuvent même se poser la question, attends, je suis né garçon, mais est-ce que je suis un garçon, etc. Alors qu'ils n'auraient pas forcément eu ces réflexions-là, en avançant naturellement, en s'amusant avec leurs copains, en pourquoi pas ayant une copine ou pour une fille en ayant un copain, etc. Voilà, à leur âge, à leur niveau. Mais non, nous on vient les intervenants en tout cas, et nous, dans la société, on ne s'y oppose pas tant que ça. C'est ça le problème, parce que finalement, on laisse faire, ou lorsque l'on s'exprime, bon, ça vient être banalisé, oui, tu grossis la chose. Non, je pense qu'on doit dès maintenant se remobiliser, mettre une limite et dire stop. Vous interviendrez pourquoi pas dans les lycées si vous voulez, mais tout ce qui est au niveau du collège et du primaire, aucune intervention, ne serait-ce aucun message de votre part. D'accord? Vous les laissez grandir, vous les laissez faire, c'est comme ça. Il n'y a pas à intervenir, il n'y a pas à créer une génération complètement, finalement, qui vient à être disjonctée, à péter les plombs. Allons à présent à la page 98. Au siècle suivant, le même souci devait porter Jules Ferry à s'intéresser à la formation des jeunes filles. Je cite, « Celui qui tient la femme, celui-là tient tout. D'abord parce qu'il tient l'enfant, ensuite parce qu'il tient le mari, déclarait-il. » La volonté de l'État de contrôler l'enseignement pour supplanter les parents dans l'éducation de l'enfant provoqua alors un double affrontement, avec l'Église et avec une partie des familles qui n'entendaient pas renoncer à leurs droits ni à leurs devoirs naturels. Le conflit avec l'Église prit l'aspect d'une guerre de religion, la laïcité se définissant comme une foi concurrente du catholicisme. Cette guerre, l'école catholique l'a, depuis en grande partie, non pas entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, mais elle l'a en grande partie perdue lors de grandes batailles livrées autour des congrégations religieuses et de la loi de séparation de l'Église et de l'État, référence 1905, mais au cours des décennies qui ont suivi les grandes manifestations de 1984 contre le projet socialiste de nationalisation de l'enseignement libre. À l'époque, comme aujourd'hui, c'est la mobilisation massive des familles qui avait fait reculer le pouvoir socialiste, tandis que le responsable de l'épiscopat français temporisait. Cette protestation, d'une ampleur inédite, qui avait alors abouti à renverser le gouvernement, n'a pas empêché l'État depuis de dépouiller progressivement l'école libre d'à peu près tout ce qui faisait son caractère propre, sans provoquer les réactions que l'on aurait été en droit d'attendre de la part de ses dirigeants. Aujourd'hui, je continue un peu la lecture, il ne reste finalement plus grand-chose de la liberté de cet enseignement. En revanche, comme l'a montré l'ampleur de la mobilisation contre la loi Taubira, la lutte se poursuit entre le pouvoir politique et les familles, en tout cas celles de plus en plus nombreuses qui ont pris conscience du projet dépouillant les parents de leur légitime responsabilité d'éducateurs, pourtant consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui inscrit « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants ». Nous allons à présent aller à la page numéro 109. Chapitre 6, la confusion des genres. Ce rapt scolaire a trouvé récemment une nouvelle illustration avec l'inscription dans les programmes scolaires de l'idéologie du genre. Les Français ont découvert, à la faveur des polémiques qui se sont allumées, cette idéologie jusqu'alors connue d'un nombre restreint d'initiés, mais qui occupe pourtant une place centrale dans la logique du meilleur des mondes comme un moyen de réaliser la révolution anthropologique projetée. Dès 1998, Monseigneur Schuyans avertissait, je cite, « Il faut déconstruire le genre, car appartenir à un genre différent signifie s'accrocher à un moment dépassé de l'histoire, celui des inégalités et de l'oppression. Il faut ensuite reconstruire la société selon l'idéologie du genre, abolir les rôles que la société ancienne attribuait respectivement
à l'homme et à la femme. Nous sommes donc ici en présence d'un projet de subversion culturelle. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter de nouveaux droits, et notamment de nouveaux droits de la femme. Il s'agit plus profondément de faire admettre une réinterprétation radicalement différente de ceux qui existent. Fin de citation. Il n'est pas surprenant que cette idéologie soit apparue à la faveur de la révolution sexuelle des années 1960-70, dont le mouvement de mai 68 reste le symbole, et jouir sans entrave, le mot d'ordre, porté, alors ça je le rajoute, par le sale Cohn-Bendit, le dégueulasse Dany le Rouge. On va se rendre maintenant à la page 117, donc on continue d'avancer. Vous voyez un peu le livre, ce que ça représente, c'est plus axé sur une partie du meilleur des mondes, pas forcément accentué en tout cas sur tout ce qui est de la génétique, des modifications de l'humain, etc., mais plus sur la modification de la structure sociale familiale. Ça c'est un point important, et c'est vrai que souvent quand on lit le meilleur des mondes ou qu'on vient le décrypter, on nous met un peu tout ce système aussi de l'éducation, des traditions, etc. Je vais d'ailleurs, en plus de la page 117, vous lire une partie de la page 116 qui précède. Le développement du communautarisme homosexuel en France dès la fin des années 1980, entre parenthèses, Act Up Paris a été créé en 1989, y a toutefois bénéficié au mouvement queer, la critique des stéréotypes de genre, aboutissant à contester la notion d'ordre naturel et la norme hétérosexuelle. Judith Butler explique ainsi que les études de genre ne décrivent pas la réalité de ce que nous vivons, mais les normes hétérosexuelles qui pèsent sur nous. Nous les avons reçues par les médias, par les films ou par nos parents, nous les perpétuons à travers nos fantasmes et nos choix de vie. Elles nous disent ce qu'il faut faire pour être un homme ou une femme, Ce sont ces repères qu'il importe de déconstruire, pour pouvoir choisir librement sa propre orientation. Je cite. « Nous ne pouvons ignorer la sédimentation des normes sexuelles. Nous avons besoin de normes pour que le monde fonctionne, mais nous pouvons chercher des normes qui nous conviennent mieux. » Fin de citation. Sous prétexte d'en inventer d'autres, il s'agit donc d'abolir la norme traditionnelle, qui rend compte de la réalité de la complémentarité psychique et physique des sexes, telle qu'elle s'exprime naturellement à travers la procréation, puis l'accueil et l'éducation des enfants au sein de la famille. Cette complémentarité fonde l'ordre social. Comme le dit Tony Anatrella, je cite, « La société ne peut être qu'hétérosexuelle, le reste est une affaire privée. » On va à la page 118-119, et là on va aborder le troisième genre, vu et défendu en tout cas par une de ces théoriciennes. Voici ce qui est inscrit. Comment faire pour les aider, demande la théoricienne du genre en suggérant elle-même une réponse à sa question. Je la cite. L'Allemagne vient de créer un troisième genre dans les catégories de l'administration. Voilà une façon de rendre le monde plus vivable pour tout le monde. Fin de citation. Un troisième sexe se constitue ainsi par la négation des différences entre l'homme et la femme. L'être humain devient neutre. Une étape décisive est ainsi franchie vers l'indétermination et vers cette société d'individus asexués qu'aucun engagement ne lie plus les uns aux autres, décrite par Attali et qu'Alain de Benoît appelle l'idéal de la modernité. Petite parenthèse, si vous appréciez cette lecture, cette présentation, n'hésitez pas à liker, également à mettre un commentaire peut-être pour dire votre ressenti, pourquoi pas partager également votre observation, que ce soit à votre échelle ou de ce qui vous revient au niveau des échos, au niveau des parents, etc. Souvent, même au travail, il y a des échanges qui sont enrichissants et on en apprend beaucoup sur ce modèle qui est inculqué aux enfants. On se demande où cette jeune génération finalement va atterrir, parce que là, on est proche du mur, on est proche de l'impact. Je continue. Merci à ceux qui vont soutenir, liker, partager et commenter. On va à présent à la page 124 où il est question de l'instruction vers l'éducation. Madame Julie Sommaruga, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, expliqua à l'époque que cet amendement visait à substituer à des catégories comme le sexe ou les différences sexuelles qui renvoient à la biologie, le concept de genre qui, lui, montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature, mais sont historiquement construites et socialement reproduites. Par ailleurs, dans un courrier adressé le 4 janvier 2013 au recteur d'académie, Vincent Payon leur enjoignait de veiller à ce que soit dispensée une éducation à la sexualité dans tous les milieux scolaires et ce, dès le plus jeune âge. Il leur demandait aussi d'accompagner et de favoriser les interventions en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes et sont pour beaucoup des structures militantes LGBT, comme SOS Homophobie. Et parmi elles, on retrouve aussi le mouvement français pour le planning familial. Et je vous avais produit une vidéo par rapport à ça,
à leur intervention pour le polyamour. Tu peux avoir plusieurs copains, copines, et on parle pas d'amis, hein, on parle du côté amoureux. Hop, c'est parti pour la page 130. Page 130 où là on va voir l'idéologie des genres. Un véritable bourrage de crâne est ainsi mis en place dès le plus jeune âge. On est frappé en parcourant les programmes de l'éducation nationale de constater l'importance majeure qui est apportée à ces thèmes qui, comme l'avait dit Payon, sont au centre du nouvel enseignement. Quiconque refuse d'adhérer à ces prétendues vérités scientifiques est considéré au minimum comme un obscurantiste, vieux jeu et vieille France, comme le dit un conte proposé aux enfants dans le cadre d'une leçon sur le masculin-féminin. Cette obstination à promouvoir l'idéologie du genre dans les écoles françaises est d'autant plus surprenante qu'à l'étranger, l'expérience a depuis longtemps montré sa nocivité, comme en témoigne l'histoire tragique de David Rayner aux États-Unis. Né en 1965, ce garçon fut accidentellement mutilé du pénis au cours d'une circoncision à l'âge de 8 mois. Un an plus tard, le professeur John Money, sexologue réputé et père de l'idéologie du genre, convainquit les parents d'élever leur enfant en lui laissant croire qu'il était une fille. Le médecin espérait démontrer ainsi que l'identité sexuelle est due avant tout à l'éducation. Appelé Bruce à la naissance, le garçon reçut le nouveau prénom féminin de Brenda. Subit une ablation des testicules, fut vêtu de robe, puis à l'adolescence, suivit un traitement hormonal pour avoir de la poitrine. La logique perverse de cette expérience fut poussée très loin, puisque, à en croire ses victimes, Monet aurait même organisé une simulation d'acte sexuel entre Brenda et son frère jumeau Brian. Cependant, à l'inverse de ce que devait affirmer le médecin, la thérapeutique échoua complètement. Je cite l'enfant en question. « Je me sentais comme Frankenstein, une création de laboratoire », raconta ultérieurement Brenda. À 13 ans, l'enfant refusa, malgré les pressions, de se soumettre à une opération de construction vaginale et menaça de se suicider si on l'obligeait à revoir le professeur Monet. En 1980, sur les conseils d'un psychiatre, ses parents eux-mêmes, psychologiquement très fragilisés, lui avouèrent enfin la vérité. Brenda quitta immédiatement ses robes et adopta le prénom de David. Hélas, le mal était fait et l'histoire se termina tragiquement pour les jumeaux. Brian devint schizophrène et mourut d'une overdose d'antidépresseurs en 2002. David entama une série de traitements et d'opérations pour retrouver une morphologie masculine, se maria mais se suicida le 5 mai 2004, 2 ans après la mort de son frère. Auparavant, pour éviter que d'autres enfants ne subissent les mêmes tourments que lui, il avait raconté son histoire cauchemardesque dans un livre écrit en collaboration avec le journaliste John Colapinto et dont le titre se traduit ainsi. Comme la nature le fit, le garçon qui fut élevé comme une fille. On va à la page 37 où il est question rapidement de l'eugénisme. Je pense maintenant que vous devez avoir de grandes notions sur l'eugénisme après les heures passées à vous en parler, à détailler cet eugénisme, qu'il soit négatif ou positif. Vous avez cette différence où d'un côté c'est la suppression des vies parce que les personnes sont trop âgées ou sont considérées comme inutiles, donc ce qui est du négatif, et du positif, entre guillemets, la sélection des humains qui seraient viables, des humains qui pourraient vivre sur Terre, donc notamment la sélection des embryons. Page 137, la fécondation in vitro, FIV, en acronyme, pourrait aussi favoriser cette évolution, en permettant la généralisation du trait embryonnaire et à terme l'amélioration de l'espèce humaine par l'eugénisme. D'ores et déjà, certaines pratiques eugénistes, consécutives au diagnostic prénatal et préimplantatoire, conduisent non pas à éradiquer certaines maladies comme la trisomie 21 ou la myopathie, mais à éliminer in utero les embryons et les fœtus qui en sont atteints. 96% des trisomiques sont ainsi avortés. Le docteur Jean-Pierre Dickès, qui cite ce chiffre, rapporte par ailleurs les propos de Virginie Claes, sénateur socialiste et maire de Châteaubourg, qui déclarait à l'occasion d'un débat sur l'éthique organisé le 11 décembre 2011 par l'association Forum politique chrétien, je cite, « Les grossesses du futur seront assurées par la fécondation in vitro, ce qui évitera les grossesses non désirées et les avortements notamment liés à des anomalies du fœtus. Il est probable que, comme l'écrit le docteur Dickès, l'avenir est à la reproduction sans sexe et au sexe sans reproduction. Le stade suivant est logique est le tri eugénique des embryons qui se pratique déjà couramment par des recherches sur les chromosomes ou l'ADN. Pire encore, le médecin redoute que ces techniques ne soient utilisées avant la fécondation in vitro pour obtenir un être humain à la carte, ce qui laisserait entrevoir le possible avènement d'une humanité nouvelle, constituée d'hommes parfaits, plus sains, plus forts, plus beaux, plus intelligents. Ainsi présenté, le projet est incontestablement séduisant, mais l'expérience montre déjà les risques qu'il recèle. Aux États-Unis, où 1% des bébés sont produits par procréation médicalement assistée, existent des cliniques telles que la Fertility Institute à Los Angeles, dirigée par le docteur Jeffrey Steinberg.
Selon un journaliste du Monde Magazine qui a réalisé un reportage sur 800 femmes ayant recouru à la fécondation in vitro dans cet établissement en 2009, 700 auraient pu avoir un enfant naturellement, mais voulaient pouvoir choisir le sexe de leur bébé. Le docteur Steinberg envisageait de proposer aux parents de choisir de la même manière la couleur des yeux de leur enfant, mais une polémique déclenchée par certains médias l'en a empêché. Dans une autre clinique californienne, le bien nommé docteur Zereng, pour diminuer les coûts de production et les prix de vente, a imaginé de mutualiser en quelque sorte les embryons en utilisant des embryons surnuméraires donnés par des couples ayant déjà eu recours à une procréation médicalement assistée ou en créant lui-même à partir de sperme et d'ovules. Un article publié sur le site internet du consulat de France à Atlanta expliquait, je cite, « La clinique devient ainsi propriétaire des embryons qu'elle peut ensuite revendre. Les futurs parents ont la possibilité de sélectionner leur embryon selon le profil de chaque donneur, taille, couleur des yeux, etc. Une fois que la clinique a réuni plusieurs couples, s'accordant sur la même combinaison, sperme-ovule, elle obtient alors, par fécondation in vitro, une dizaine d'embryons, comme dans une fécondation in vitro classique, qu'elle va ainsi répartir à travers les différents couples, chacun obtenant 2 ou 3 embryons provenant de la même fécondation. Cependant, en faisant le choix de passer par cette clinique, les parents, qui payent moins cher, acceptent d'avoir un enfant avec lequel ils n'auront aucun lien génétique et qui aura sûrement plusieurs frères et sœurs biologiques dans d'autres familles. L'être humain se trouve ainsi réduit à une marchandise. Et ça pose un autre problème qu'on peut ajouter à ça, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de techniques qui utilisent les mêmes donneurs de sperme ou les mêmes donneuses d'ovules. Et ce qui se passe du coup, c'est que dans la vie courante, il peut y avoir ce qui se nomme la consanguinité. Si ces personnes-là viennent un jour à se rencontrer, que ce soit par des applications de rencontres sans lendemain, ou viennent à se rencontrer de façon plus pérenne. On va se rendre à la page 147 pour examiner le cas d'un Huxley qui voit en tout cas la multiplication d'hommes comme étant un cancer. Ce qui fait penser d'ailleurs à une phrase de David Rockefeller, si je ne m'abuse. Voici ce qui est inscrit. Dans cette conception, l'être humain devient le cancer de la planète, pour reprendre une expression utilisée dès 1955 par le biologiste eugéniste Sir Julian Huxley, propre frère de l'auteur du Meilleur des mondes, Aldous Huxley. Je cite sa phrase « La multiplication des petits d'hommes fait penser à un cancer. Tout le monde sait ce que c'est et le redoute. Tous les pays sous-développés sont en pleine explosion. Si personne ne prend les choses en main, l'humanité sera engloutie. » Fin de citation. C'était aussi la logique de l'américaine Margaret Sanger, fondatrice en 1921 du planning familial, et de sa richissime amie, Catherine McCormick, qui finança les travaux du biologiste Gregory Godwin Pincus, inventeur de la pilule. Page 149 qui reviennent sur l'interruption volontaire de grossesse. Les organisations internationales n'en prennent pas moins prétexte pour prôner des mesures qui visent à réduire la natalité en encourageant la planification familiale par la promotion de la contraception et de l'avortement. Celle de l'homosexualité et de l'idéologie du genre procède d'ailleurs de la même logique. L'évolution de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse en France illustre la banalisation de cet acte dans les pays développés. En 1974, Simone Veil, ministre de la Santé, chargée par Valéry Giscard d'Estaing de faire aboutir sa légalisation, déclarait que l'avortement devait rester l'exception et l'ultime recours pour des situations sans issue. 40 ans plus tard, une loi votée au mois d'août 2014 à l'initiative de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, a créé un délit d'entrave à l'information sur l'interruption volontaire de grossesse et supprimé la référence à la situation de détresse qui en conditionnait théoriquement l'accès. Puis fin novembre, l'Assemblée nationale a voté presque unanimement une résolution rappelant que le droit universel des femmes à disposer librement de leur corps est une condition indispensable pour la construction de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et d'une société de progrès. Le même texte émet le vœu que la France poursuive son engagement au niveau européen comme international en faveur d'un accès universel à la planification familiale. Nous allons nous rendre maintenant à la page 157, c'est le chapitre 8, les architectes du meilleur des mondes. Quand on voit un château de cartes monté avec art sur 5 ou 6 étages, on n'imagine pas que quelqu'un, en passant, ait lancé les cartes en l'air et qu'elles soient retombées ainsi disposées. Et il est aussi difficile d'imaginer, en regardant un puzzle de 1000 pièces soigneusement assemblées, que cet assemblage soit le fruit du hasard. De même, la convergence simultanée des tendances que nous avons précédemment décrites, effacement des nations et des corps intermédiaires dans la perspective d'une gouvernance mondiale, ébranlement des fondations de la famille, négation de l'identité des individus, production artificielle de l'être humain, transhumanisme, contrôle mondial des naissances et eugénisme évoquent un plan intelligent
Ce qui nous conduit à poser la question, qui sont les architectes du meilleur des mondes? Existerait-il, par exemple, un petit groupe de personnes, de personnages influents, qui tireraient les ficelles d'un théâtre de marionnettes à l'échelle de la planète? Sans écarter la possibilité, les auteurs de ce livre ne disposent pas d'informations à ce sujet. Ils s'en tiendront donc à décrire ce qu'ils peuvent apercevoir des coulisses du théâtre. Le meilleur des mondes se construit surtout à partir d'une idéologie diffuse. Et après, ils reviennent sur également peut-être des pensées maçonniques au niveau des francs-maçons, de corporations, d'organisations, The Kali Group, Rank Corporation, Le Siècle et d'autres encore groupes, le Bilderberg, donc tous ces rassemblements qui finalement vont organiser des conférences, des échanges avec des grands patrons, des riches personnes, des penseurs, des scientifiques, des politiques, etc. Et c'est bien au cours de ces organisations qu'il y a l'idée par exemple de développer ID 2020, donc une identité numérique, de développer des structures numériques. Alors c'est pas seulement le progrès en réalité, la PMA, la GPA, etc. Vous voyez, tout ça rejoint un plan global qui pourrait en tout cas faire penser à une utopie sur certains points, c'est-à-dire supprimer la criminalité, effacer ce qui est de l'évasion fiscale, protéger les comptes en banque, protéger les personnes en ville, que ce soit des agressions, que ce soit des vols, que ce soit d'insultes, ou encore protéger... En fait, c'est toujours sur la sécurité, ça c'est le premier abord, et après finalement, on se laisse, comme la grenouille qui sent bien, du coup elle sent en sécurité, elle est dans sa petite marmite chauffée, et puis il y a un moment elle est tellement détendue qu'elle n'aura même plus la force pour se rendre compte qu'en fait on est en train de la cramer, on est en train de la cuire. Et là pour nous c'est exactement la même chose. Pendant des décennies, les politiques ont été menées pour qu'il y ait un chaos total, que ce soit au niveau du secteur de l'alimentation, mais aussi au niveau du secteur de la sécurité dans les villes, dans les villages, trop de cambriolage aujourd'hui, de l'évasion fiscale, des fraudes en masse, et du coup ça nécessite en tout cas cette ultra-surveillance, ce changement radical, brutal, pour pouvoir ramener de l'ordre. Mais, il y a le revers de la médaille. Il y a le côté qui est bon, comme les téléphones. Un téléphone, ça peut être utile pour appeler, pour regarder sur Internet, pour regarder une vidéo, se divertir de temps en temps, mais ça peut aussi être néfaste pour notre surveillance, pour l'analyse de notre comportement, etc. Ça supprime notre liberté, ça supprime notre possibilité d'avoir un propre jardin secret, sa propre vie privée. Nous nous rendons à la page 172 dans le chapitre 9 et voici ce qui est inscrit. La procréation médicalement assistée constitue bien sûr un outil déterminant pour le meilleur des mondes qui nous est promis. En visant à supprimer la condition d'infertilité médicalement diagnostiquée pour pouvoir accéder à cette technique, les projets en gestation, proposition de loi au Sénat, n'en permettent pas seulement l'accès aux couples de lesbiennes, mais ouvrent la voie vers la PMA pour tous. À terme, un couple homme-femme naturellement fertile pourrait la revendiquer pour des motifs d'égalité devant le risque de handicap. Pourquoi la conception in vitro, avec le diagnostic préimplantatoire qu'elle permet, serait-elle réservée à certains? Ainsi, la procréation médicalement assistée passerait du statut de solution thérapeutique, ou plus exactement alternative médicale, car elle ne soigne pas l'infertilité, elle vient pallier cette infertilité, si on peut dire ça comme ça, à celui d'outil fondamental d'un eugénisme de masse. Les personnes auraient le libre choix entre concevoir l'enfant sous la couette, naturellement, ou via la procréation médicalement assistée, utilisant la technique. Ainsi, s'achèverait le processus de dissociation massive de la sexualité et de la procréation, déjà largement entré dans les mentalités par la contraception de masse et la valorisation culturelle d'une sexualité quasi exclusivement perçue comme acte récréatif. Et ça accentue bien sur la séparation du coït et de la reproduction. Aujourd'hui, tout est séparé. Et finalement, l'acte sexuel, ça devient uniquement que du plaisir. Et donc, du fait que c'est uniquement du plaisir, pourquoi y attribuer quelque part une sorte de tradition, quelque part une sorte d'importance, de dignité, où on se dit, après tout, l'acte sexuel, le mieux c'est quand même d'avoir une partenaire pour la vie, et pas de multiplier les conquêtes. Peut-être certains diront, oui, quand on est jeune, multiplier les conquêtes, ou verront ça différemment, mais en tout cas dans un modèle traditionnel, du respect d'être humain, etc., le but n'est pas la multiconquête, le but n'est pas de faire de l'adultère partout, le but est de trouver une unique personne avec qui on peut continuer, avec qui on peut avancer. Jacques Attali a souligné combien cette dissociation massive et généralisée pourrait constituer un fait majeur de l'avenir de nos sociétés postmodernes. Je le cite. « La sexualité se sépara de plus en plus de la procréation et sera de plus en plus un plaisir en soi. Il est à noter également que le diagnostic préimplantatoire, dont l'objet est aujourd'hui de trier les embryons en fonction de la présence effective de pathologies ou de handicap,
tendra progressivement à s'étendre à l'analyse complète du génome pour déterminer les risques et prédispositions pathologiques. Page 178, donc là ils vont revenir sur la novlangue et après on va arriver au chapitre 10. Donc là, fin 177, début 178, voici ce qui est inscrit. La novlangue est le langage du meilleur des mondes. Faire famille, faire société, société inclusive, identité ressentie, parentalité sociale, égalité réelle, hétéronormativité, discrimination, stigmatisation, processus d'exclusion, complexité du réel, etc. Notre vocabulaire et nos perceptions sont imprégnés de cette novlangue savamment construite dans des laboratoires d'idées subventionnés et diffusés dans la culture commune par les médias de masse, les fictions, etc. La résistance est donc aussi sémantique pour réaffirmer la valeur de la norme. Le chapitre 10, qui est nommé La famille, une résistance charnelle, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pages 180-182. Dans les premiers âges de l'enfance, le petit garçon et la petite fille échappent à l'État. Durant ces courtes années, de plus en plus courtes d'ailleurs, l'enfant expérimente des attaches pré-républicaines. Pour l'idéologue, l'entrée à l'école constitue alors en quelque sorte l'entrée en société, l'entrée en république. C'est le moment pour l'État de couper le cordon avec les influences familiales comme l'on coupe le cordon qui attachait l'enfant à la vie intra-utérine avant la naissance. Et comme l'enfant n'est pas vierge d'expérience dans cette gestation pré-républicaine, il s'agit de le purger de cette expérience. Cette idéologie trouve sa justification dans l'idée abstraite d'égalité. Il s'agit là d'une disposition de tendance totalitaire au sens où l'État entend régir les individus en totalité, particulièrement leur mentalité et leur comportement. Il est entendu que l'enfant n'est pas physiquement arraché à sa famille, mais que son esprit commence à appartenir à l'État dès lors qu'il entre en société, en république. Ce prisme idéologique renverse une vérité universelle. L'enfant n'entre pas en société dès lors qu'il expérimente la vie hors de la famille, mais il entre en société dès lors qu'il entre dans la famille, tout simplement. Le premier lieu de socialisation est la famille. C'est bien cela que l'idéologue n'accepte pas et veut renverser. Il sait que les liens charnels qui s'y expriment sont si puissants qu'ils constituent le principe vital de résistance à tout projet totalitaire. Cette résistance est d'autant plus redoutable pour l'État qu'elle se déploie sans que l'on y pense, sans que l'on ait nécessairement besoin de conscientiser la résistance que l'on opère. La famille résiste, le plus souvent sans le savoir. Lorsqu'une mère contribue au développement de la féminité de sa petite fille, elle s'oppose au projet d'État, même si elle ignore foncièrement l'existence de ce projet. L'idéologue sait qu'il ne peut corriger à son profit une telle réalité que progressivement. Il sait que le temps du totalitarisme, qui consistait à embrigader de gré ou de force la jeunesse dans des structures visibles de l'État ou du parti unique, est révolu. Qui l'accepterait encore ? C'est pourquoi il a engagé une œuvre lente de déconstruction qui vise à fragiliser la famille pour affaiblir sa capacité naturelle de résistance. Cette œuvre de déconstruction politique et culturelle aboutit à la fragilisation actuelle de la réalité fondamentale de la famille, le couple. Elle aboutit à une crise majeure de l'éducation qui touche tous les milieux. D'une certaine manière, le fruit semble mûr pour la prise de possession des esprits. Éclatées ou fragilisées, les familles tendent à attendre toujours davantage de l'école, notamment en matière éducative. Or, le rôle principal de l'école n'est pas d'éduquer, mais d'instruire. Nous allons nous rendre à la page 191, après il nous reste encore quelques petites pages à présenter, mais c'est vraiment, on arrive sur la fin. Donc là on est dans le chapitre de conclusion. Voici le temps des veilleurs. Regardant un reportage du journal de 20h de TF1 consacré au transhumanisme, une petite fille de 10 ans s'est approchée de son père et lui a dit très gravement, je cite, « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai, je ne veux pas être un robot. » Elle réagissait aux propos d'un ingénieur de Google qui expliquait que le cerveau humain pourrait être étroitement connecté à un ordinateur et qu'ainsi, non seulement notre intelligence, mais encore notre conscience serait hybride homme-machine. Impressionné par le niveau de conscience de sa petite fille, le père de famille n'a pas voulu lui mentir et lui a dit sereinement qu'en effet, ces projets existaient et qu'il convenait d'y résister. Page 193, là c'est sur l'État-providence qui devient l'État-nounou. Cette emprise que l'État acquiert sur l'individu a de quoi inquiéter. Nous sommes en train de passer de l'État-providence, chargé d'assurer une protection sociale, à l'État-nounou qui déresponsabilise les personnes et évacue les corps intermédiaires pour être la source unique du soin de la personne. Cet État-nounou, c'est en quelque sorte Big Mother, qui va soigner tout le monde, proposer une société maternante dans laquelle la prise de responsabilité s'évanouit au profit d'un care d'État. Et la conjugaison de l'État nounou, de la potentialité extraordinaire de la technologie, c'est l'union de Big Mother
et de Big Brother qui promettront une société où toute blessure sera soignée par l'État et où tout problème trouvera une solution technique sous son contrôle. Page 196, et après il nous reste encore 2-3 pages. 196, c'est juste ce petit passage qui est parlant, en une phrase, quelque part, ça résume une situation. Nous voilà bientôt prêts à passer de l'OGM végétal à l'OGM humain, le premier étant la pierre d'attente du second. Et je pourrais rajouter à ça que on sait très bien que ce qui prend de la valeur, c'est des choses qui se raréfient. Donc, s'ils viennent à raréfier un humain naturel, avec ses défauts, ses caractéristiques uniques, etc., imprévisibles, un humain naturel, demain, finalement, pourra être sur le marché, dans leur ordre marchand, une valeur très chère. Page 198. Or, par le biais du transhumanisme, le machinisme ambitionne aujourd'hui de nous libérer, ou plutôt de nous priver de notre propre corps, cette enveloppe charnelle intrinsèquement liée à notre être et à notre âme, et qui peut, certes, devenir parfois source de souffrance ou se transformer en prison, mais qui est tout ce qui nous reste quand nous n'avons plus rien. Résister à ce programme ne sera pas chose facile, car si un homme, par exemple, perd les 2 jambes dans un accident, qui s'opposera à ce qu'on lui donne des prothèses? Et là, ça revient, ça développe sur les bienfaits aussi des technologies. Anciennement, une personne qui perdait sa jambe, qui était amputée, avait comme prothèse une jambe de bois, donc elle devait prendre des béquilles et marcher. Aujourd'hui, on a toute une articulation électronique, toute une articulation finalement de machine qui s'applique et qui permet d'avoir un mouvement le plus naturel possible. Mais c'est une extension du corps. Pas, même si certaines fois ça peut faire partie prenante du corps, c'est une extension et c'est pour des personnes qui sont malades, qui ont eu un accident de la vie, etc. Donc là, ça peut être compréhensible. Maintenant, vouloir équiper des gens de puces neuronales, de puces électroniques dans leur corps, de contrôler tout ça, on sort de notre condition naturelle, on sort de notre condition d'humain et d'humain imprévisible, pour finalement nous contrôler et nous vendre des solutions. C'est surtout ça, c'est cet ordre marchand qui s'applique, qui peut faire beaucoup, en tout cas interagir, beaucoup paniquer les gens. Alors, il ne s'agit pas d'être dans la peur. Et c'est vrai que si on reprend l'idée de Spinoza, la peur est indissociable de l'espoir et l'espoir de la peur. Donc finalement, nos peurs viennent nourrir des espoirs et nos espoirs viennent nourrir des peurs aussi. Maintenant, c'est à nous de mettre des limites, je pense, laisser le libre arbitre à chacun et surtout faire en sorte que le consentement libre et éclairé soit toujours opérationnel quoi qu'il arrive. C'est surtout ça qui est important aujourd'hui. Ce n'est pas de dire parce que je suis contre, parce que cette société ne me convient pas ou ces technologies ne me conviennent pas, je dois en interdire l'usage, je dois en interdire la mise sur le marché. Non. Ce qu'il faut essayer de garder, c'est des lois qui conservent nos droits et la protection des enfants. Une fois qu'on devient adulte, je pense qu'on a tous les capacités à nous former par des lectures, par des conversations, etc. pour pouvoir émettre un avis argumenté, pour pouvoir émettre une opinion qui a un peu plus de valeur et qui n'est pas juste du suivisme, qui n'est pas juste du conformisme. Et vous voyez cette transition magnifique en parlant de suivisme et de conformisme, on va à la page 102 et là, voici ce qui est inscrit. Je cite, « À condition d'ouvrir les yeux, nous voyons émerger un système de pensée unique, totalitaire dans son inspiration, dans ses moyens et dans ses buts. Un système qui ruine la vie politique, détruit en sa racine tous les corps intermédiaires, muselle la société civile, intronise un volontarisme juridique totalitaire d'extension mondiale, écrit Monseigneur Chouyans. La destruction des corps intermédiaires et des communautés naturelles au nom de la liberté individuelle érigée en absolu n'est pas non plus une nouveauté dans l'histoire. Tous les systèmes qui ont prétendu changer l'homme et la société s'y sont employés depuis et à commencer par la Révolution française. Et après ça continue. Et enfin, on va terminer par cette page 204. Et ça sera bon pour ce livre, en voyant en 1 heure, on aura réussi à lire la grande majorité et les points essentiels. Donc, les oppositions, voici ce qui est inscrit. Y compris au sein de l'Organisation des Nations Unies, où toutes les nations ne parlent pas de la même voix, ni n'adoptent les mêmes positions que les États occidentaux, comme on le vit lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes de Pékin. De nombreux pays pauvres ou en voie de développement y émirent des réserves, notamment à propos des programmes de planification familiale, en dénonçant la promotion de l'avortement ou les campagnes de stérilisation forcée. En Europe, même, le mariage entre personnes de même sexe, par exemple, est loin de faire l'unanimité, en dépit des résolutions émanant des institutions de l'Union et particulièrement du Parlement européen. La Hongrie et la Croatie ont inscrit dans leur constitution que le mariage ne peut unir qu'un homme et une femme, et 9 pays de l'Union ne reconnaissent aucune forme d'union entre homosexuels. La Russie campe sur le même refus,
ce qui fournit aux médias français un grief de plus à l'encontre de son président, Vladimir Poutine, qui est attaqué d'autant plus violemment par nos organes d'opinion qu'il a restauré un État russe très affaibli par la présidence de Boris Eltsine et a permis à son pays de retrouver son rang parmi les grandes puissances, s'opposant ainsi à l'hégémonie américaine. La Russie gêne ainsi l'instauration du nouvel ordre mondial dominé par le capitalisme anglo-saxon. Elle est devenue un obstacle à la mise en place du néo-totalitarisme. Il existe d'autres types de résistance, plus spirituelles que politiques, bien que les deux termes ne s'excluent pas. Lors de la conférence de Pékin, la protestation du Saint-Siège a efficacement conforté celle des États pauvres. Au premier chef, l'Église catholique oppose naturellement la philosophie de l'amour à la philosophie de l'égoïsme propre au meilleur des mondes, qui trompe l'homme, écrit le cardinal Ratzinger. Car là où on lui déconseille d'aimer, on lui déconseille finalement d'être homme. Fin de citation. Et fin de présentation pour ce livre. J'espère que ça aura été clair pour vous, compréhensible. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à donner aussi votre avis finalement sur cette société qui se transforme, au moins au niveau de sa structure, de son système social et de sa structure et de son système éducatif, de l'instruction. À très bientôt, c'était Vérité à venir.